Bonsoir et merci de prendre le rendez-vous du dossier du dimanche. Pollution atmosphérique, fini l'impunité dans la ville de Cotonou. Ceux qui polluent devront désormais payer conformément à la loi cadre sur l'environnement en République du Bénin. En tout cas, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a annoncé des mesures de répression à l'encontre des auteurs des émissions de gaz des véhicules motorisés dans la capitale économique du Bénin. Depuis le 7 novembre en tout cas, quelle est l'ampleur de la pollution atmosphérique à Cotonou? Quel est son impact sur la santé? Qui sont les pollueurs concrètement? Que valent les mesures de répression annoncées et comment sont-elles mises en œuvre? Pour en parler ce soir, j'ai invité sur ce plateau Madame Yvette Gauthier-Boko, coordonnatrice du sous-programme lutte contre la pollution atmosphérique. C'est le bras opérationnel, on peut dire, pour la mise en œuvre de la répression. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Mara. Monsieur Jean Dossoumou, expert en évaluation environnementale agréé à l'Agence béninoise de l'environnement. Bonsoir, monsieur Dossoumou. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Sabi Biaou, secrétaire général de l'association des garagistes agréés. Il est spécialiste en environnement et on le reconnaîtra sur ce plateau avec son bleu mécanicien. Bonsoir, monsieur Biaou. Bonsoir, monsieur Célestin. Et enfin, Ali Hassan Baboni, le secrétaire général du patronat des entreprises de transport. C'est, j'allais dire, celui qui est visé par la décision du ministre pour ne pas vous choquer, monsieur. Vous êtes l'un des visés. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et la première question, je vais m'adresser à madame Boko. Est-ce que la répression a commencé? Parce que le communiqué du ministre parle du 7 novembre. Nous sommes déjà une semaine et apparemment sur le terrain, enfin moi, peut-être quelques autres personnes, on ne voit pas encore si la répression a commencé. Est-ce qu'elle a commencé? Merci, monsieur Mara. Nous voulons d'abord commencer par nous-mêmes. On ne peut pas aller balayer dehors sans balayer sa maison. Ça signifie quoi? Donc, au cours de la semaine du 7, nous avons balayé au sein du ministère du cadre de vie même, c'est-à-dire les véhicules administratifs, les véhicules privés, du personnel ont été mis au contrôle. Voilà ce qui est fait. Et dès la semaine prochaine, nous entrons dans la ville pour effectivement mettre en mesure la décision du ministre. Mais sans même la mesure de répression, on était censé vous donner un chèque en blanc en espérant que vous êtes du ministère du cadre de vie et qu'on pouvait penser qu'automatiquement les cadres, les responsables du ministère ont des véhicules, disons, dans les normes. Si nous ne contrôlons pas, on ne peut pas savoir. Très bien. Et quand la mesure commence, quand on vous arrête, on n'a pas à dire « moi je suis du ministère du cadre de vie ». Tout le monde est contraint de se soumettre au contrôle. Et quand vous polluez, vous êtes verbalisé comme n'importe quel usager de la route. Monsieur Dossoumou, quand j'ai lu le communiqué du ministre du cadre de vie, je constate qu'il s'appuie sur deux textes essentiellement. La loi cadre sur l'environnement en République du Bénin qui établit le principe du pollueur-payeur, mais il y a aussi le décret 2001 du 4 avril 2001 qui fixe les normes de la qualité de l'air. Et c'est là où je voudrais, sans aller trop dans un cours d'environnement, vous demander c'est quoi les normes de qualité de l'air en République du Bénin? Ce que nous respirons, c'est quoi la norme et la pollution commence où? Merci beaucoup. Il faut dire que le décret 2001-110 a fixé à travers certains de ces articles les normes de l'air ambiant d'abord, avant de fixer aussi les normes admises au niveau des fumées, des émissions de gaz d'échappement au niveau de certains véhicules. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très clair au niveau de ce décret. Si vous voulez, on peut aller en détail, article par article, pour dire, par exemple, que au niveau de la norme de la qualité de l'air ambiante, c'est l'article 3 de ce décret qui définit les normes au niveau de certaines particules et de certains éléments, comme par exemple le dioxyde de carbone, comme le monoxyde de carbone qui est un élément très polluant. C'est-à-dire que dans l'air, on devrait avoir par exemple quel taux de ce que vous appelez monoxyde, etc. On devrait avoir quel taux et qu'est-ce qu'on a comme taux?
Par rapport au taux, je disais que des articles de ce décret ont défini les taux. On ne saurait sur ce plateau commencer par dire, par exemple, par rapport au monoxyde de carbone, voilà le taux, par rapport au dioxyde, par rapport au dioxyde de soufre ou par rapport au dioxyde d'azote, voilà le taux. Mais pour ce qui est constaté maintenant, il faut dire que normalement, c'est un diagnostic de pollution qui devrait nous donner des éléments, des données par rapport à ça. Et tout à l'heure, dans les échanges, je pense qu'on doit revenir sur cet aspect de la chose. Est-ce que réellement il y a eu un diagnostic de pollution dans les grandes agglomérations du Bénin? Pourquoi le choix a été porté sur la ville de Cotonou? Oui, je veux qu'on y aille tout de suite. Et la question, oui, peut-être que Mme Bokor va nous préciser. Ce que je veux savoir, nous qui ne sommes pas des spécialistes, on entend dire que Cotonou est l'une des capitales les plus polluées de l'Afrique de l'Ouest. J'entends dire ça, mais je n'ai pas la preuve. Et je veux savoir comment on sent que Cotonou est pollué, très pollué. Merci, monsieur. Est-ce que c'est en respirant, on a des piqûres, ou est-ce que c'est par rapport aux maladies qui sont observées? C'est quoi, madame? Merci, monsieur Mara. D'abord, l'historique de la pollution atmosphérique dans nos grandes villes à Cotonou, c'est depuis 2000 où une étude a montré que le secteur du transport contribue énormément à la pollution de l'air. Et nous-mêmes, au niveau du ministère du cadre de vie, nous avons eu à faire des contrôles qui, en 2000, ont montré que sur 100 véhicules contrôlés, il y a plus de 87% qui ne respectent pas la norme. La norme en matière de véhicules roulants pour le monoxyde de carbone, c'est 2. Donc, un véhicule roulant ne doit pas dépasser 2. Lorsque ça dépasse 2, elle est hors norme, elle pollue. Et ce véhicule plutôt pollue l'atmosphère. Donc, sur 100 véhicules, vous avez constaté que plus de 80 polluent. Les années 2000. Oui. Maintenant, avec les efforts du ministère, aujourd'hui, nous sommes à moins de 30% qui polluent. Et là, il faut dire qu'il y a certaines décisions qui ont œuvré à cela, surtout au niveau des 2 roues, avec la décision du gouvernement d'exonérer les véhicules 2 roues 4 temps. Très bien, on va revenir. Et je veux m'adresser à M. Sabi, avant le représentant du transport, pour savoir, c'est la même question. Est-ce que vous êtes impliqué dans la démarche du gouvernement avant que la mesure de répression soit prise? Dire non aujourd'hui serait vraiment malhonnête. Je le précise, quand je dis vous, c'est les garagistes. Oui, je dis dire non aujourd'hui serait vraiment malhonnête de notre part, parce que le gouvernement a pris la décision ou bien les dispositions pour sensibiliser la population sur la question de l'environnement et surtout des émissions de gaz depuis 1999 ou 2000. Et on était fortement impliqués dedans. Et il y a eu la formation des garagistes dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique par les gaz d'échappement à travers tout le pays. Et j'ai participé fortement à cela, et je pense que c'est après ça que le syndicat a été créé. Mais le syndicat, il joue quel rôle? Vous sensibilisez les garagistes? Au fait, le syndicat a été créé au fait pour permettre aux garagistes de se mettre à jour vis-à-vis de leurs exigences professionnelles. Et lorsqu'on sait que la notion de droit fait appel à la notion de devoir, ça nous a permis quand même de faire du chemin avec le ministère, qui à un moment donné nous a écoutés. Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'en son temps, sur les antennes de l'ORTB ici, avec Niquez Miguel et votre collègue, le directeur de l'environnement, de même que celui, M. Clément Cotin, on avait débattu parce que le ministère voulait engager à l'époque la répression à un moment où il n'y avait vraiment pas de matériel pour pouvoir assurer vraiment le contrôle préalable aux citoyens. Et je pense que grâce au syndicat, à l'époque, le ministère avait accédé à nos doléances et je pense que les appels à candidature avaient été lancés pour permettre aux garagistes d'obtenir cette subvention d'analyseur de gaz. Mais comment ça a été fait? Oui, d'accord, allez. Ça a été fait et je pense qu'aujourd'hui,
Et même si à la première, au premier appel, il n'y avait pas eu assez de garagistes, je pense qu'aujourd'hui, le nombre de garages que nous avons à Cotonou nous permet de dire que nous avons quand même l'obligation de s'inscrire dans la démarche d'aider le ministère à atteindre ses objectifs. Mais à propos de garages agréés et conventionnés, j'ai lu, il n'y a que 15 à Cotonou. Ça ne vous paraît pas peu, vu le rôle que les garages devraient jouer dans je vous disais tantôt que la notion de droit faisait appel à la notion de devoir. Lorsque nous, en tant que syndicat, nous avions réagi, nous avons dit au ministère, l'analyseur de gaz, c'est un outil de diagnostic. Nous avons besoin au moins que vous nous appuyez. Le ministère a défini un canevas et dit, je suis prêt à vous appuyer, à vous aider à obtenir des analyseurs de gaz, mais voici les conditions que vous devez remplir. Encore qu'on était associé à ces conditions. Et ces conditions permettaient au moins à des garagistes qui remplissaient les conditions minimum, c'est-à-dire certains équipements qu'il fallait avoir. Et au niveau du syndicat, on a même fait en sorte que ça ne soit pas, c'est-à-dire des entreprises seulement à but lucratif, mais que ce soit réellement des professionnels. De sorte que pour bénéficier, disons, de cette subvention, disons, de l'État pour l'analyseur de gaz, non seulement que vous devez avoir un garage quand même qui est un garage, on doit savoir que vous opérez, vous êtes un professionnel, mais vous devez justifier de votre formation professionnelle. Pas nécessairement un diplôme académique, mais au moins qu'on sente que celui-là est un mécanicien de formation, qu'il a appris le métier, qu'il a son diplôme. Mais à ma grande surprise, malgré tous les efforts, j'ai dû même en son temps écrire au ministre de nous accorder même 1 mois pour que les gens soient à jour, mais c'est le nombre que le ministère a obtenu et qui sont en règle, qui ont pu obtenir l'analyseur de gaz. Donc, il me sera un peu difficile aujourd'hui, du moment où le ministère n'a pas dit c'est seulement 15 que je vais agréer, mais c'est au vu des dossiers qui sont bons, qui sont retenus. Bon, non, je pense que s'il y a aujourd'hui une plainte, il faut d'abord se poser. Encore que, il est important de le souligner aujourd'hui, lorsqu'on parle, disons, d'équipements motorisés, des véhicules qui roulent, tous les véhicules sortent de l'usine avec des normes environnementales. Très bien, on ira dans le détail tout à l'heure. La question très simple que j'ai envie de poser à M. Babouni est la suivante. Comment vous avez accueilli, vous êtes là au titre des transporteurs, comment vous avez accueilli la décision du gouvernement d'aller à la répression? Je ne sais pas si vous avez été largement sensibilisé, vous allez le dire. Lui, il a dit qu'ils ont été impliqués. Est-ce que les transporteurs ont été impliqués? Et comment vous avez accueilli la décision? Merci, M. Marat. Lorsque vous m'avez joint pour m'inviter à cette réunion, disons à ce plateau, oui. J'ai été très content. Votre question, comment nous avons accueilli cela, est bien mal, pour ne pas dire très mal. Ah bon? Oui. Pourquoi, monsieur Lapré? Je suis surpris que le garagiste me dit, lui, il a été approché. Non, personne. Personne ne nous a approché. Jusqu'à ce moment où je vous parle. Nous, on a même cru que c'était des rumeurs. Mais de plus en plus, nous avons vu que cela devient une réalité. Chez moi, on dit communément, même s'il faut tuer le coq, là, il faut quand même lui donner un peu d'eau pour qu'il n'ait pas soif. Pourquoi pensez-vous que la mesure prise par le ministre du Cadre de Vie, c'est une mesure pour vous créer des problèmes? Écoutez, nous sommes dans un pays où nous, transporteurs routiers de marchandises, que ce soit les petits porteurs que les gros porteurs, eh bien, c'est nous qui savons comment nous faisons pour animer cette activité-là. Dans les pays de la sous-région, les gens ont une politique d'automobile. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des banques automobiles. Si vous allez au Burkina aujourd'hui, depuis près de 10 voire 15 ans, les gens sont en train, à petits coups, de renouveler leur flotte, d'acquérir des camions quand même qui répondent à tout ce qu'ils viennent d'énumérer. Si vous allez au Sénégal, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire également. Mais ici, rien. Qu'est-ce que l'État devrait faire? C'est-à-dire vous accorder des crédits? Lorsque vous êtes dans un pays où le camion ou le petit véhicule avec lequel vous voulez faire le transport, eh bien, est amorti en Europe.
Vous voulez que ce véhicule-là ne dégage pas de gaz carbonique? Mais s'il est amorti, pourquoi on accepte qu'on l'importe? Ça, c'est une grosse question. S'il est amorti, pourquoi? Parce qu'à cause de notre pauvreté. Donc, vous imaginez, moi, je peux avoir 40, 50 millions ou bien 60 millions pour acheter un véhicule de moins de 5 ans? Donc ça vous arrange d'avoir des véhicules amortis qui ne coûtent pas cher, mais ça pollue. Je ne sais pas si vous me suivez, monsieur le Je journaliste. vous suis très bien. Si vous me suivez, je dis, l'État doit quand même aider nous qui sommes de ce domaine-là pour quand même améliorer la flotte. C'est-à-dire vous permettre d'acheter des véhicules en état. Voilà. En état. C'est comme ça. Dans un pays qui se respecte, c'est comme ça qu'on fait. On ne vient pas tout de go et dire le 7 prochain, on va punir. Non. Est-ce que depuis le 7, vous avez constaté que quelque chose se passe puisque vous êtes... Non, ça ne s'en est même pas préoccupé. Ah. Dans la mesure où vous ne nous avez pas sensibilisés, vous ne nous avez pas appelés, vous ne nous avez pas associés. Quand vous dites vous, c'est pas moi, je suppose que c'est le ministère, oui. Vous comprenez, c'est l'administration. Bien sûr. C'est l'administration, vous êtes de l'administration, vous tous. Personne ne nous a approchés, personne ne nous a sensibilisés. Seulement on entend comme des rumeurs que, eh bien, on va commencer par amender. Mais on attend de voir comment ça va se passer. Madame Bokor, il pose deux problèmes très, très sérieux. Le premier, c'est l'implication des transporteurs avant la mesure de répression. Est-ce qu'ils ont été sensibilisés? Vous allez y répondre. Et puis le deuxième pan de sa réaction, c'est par rapport à l'appui de l'État pour acquérir des voitures, des camions qui répondent aux normes environnementales. Merci, M. Mara. Ça m'étonne que notre représentant des transporteurs puisse dire qu'ils ne sont pas impliqués. D'abord, depuis 2003, il y a un arrêté interministériel qui fixe les modalités d'agrément des garages. Oui, entre l'arrêté qui est un document écrit et la sensibilisation portée vers S'il vous plaît, déjà dans l'arrêté, oui. La composition du comité d'agrément a été fixée. Et dans la composition du comité d'agrément, nous avons les représentants des syndicats des transporteurs, 4 roues et plus, les représentants des transporteurs 2 roues et plus. Et à ce titre, il y a un syndicat, Union des conducteurs des transports interurbains du Bénin, qui est membre à part entière de ce comité. Mais qu'est-ce qu'il a fait jusque-là pour que eux ne soient pas informés? Évidemment, ça, je crois que ça, c'est un problème interne qu'ils vont régler. Mais le ministère a impliqué les transporteurs. Avant cette décision, nous avons convoqué une réunion au ministère du cadre de vie où plus de 15 représentants des syndicats des transporteurs étaient présents. On a donné l'information, sensibilisé les vôtres pour qu'ils se mettent en règle, pour qu'ils aillent vers les garagistes agréés, conventionnés, pour se mettre en règle. Donc ça m'étonne qu'on puisse dire que le ministère n'a pas associé. On a associé et on continue d'associer. Oui, pour aller plus loin, s'il vous plaît. Aller plus loin. Quand il parle de véhicules de l'âge, il y a un décret qui fixe l'âge des véhicules d'occasion à importer vers le Bénin. Donc ce n'est pas n'importe quel âge de véhicule qu'on devrait accepter. Le décret dit, pour les véhicules de tourisme, c'est 10 ans d'âge, pas plus. Véhicules d'occasion qu'on doit importer vers le Bénin. Lui, il parle des camions, par exemple. Maintenant, les camions sont dans la catégorie des véhicules utilitaires. Ça, là, c'est 13 ans d'âge. Ça ne doit pas dépasser 13 ans d'âge. Nous sommes en train d'étudier comment réviser même cette tranche d'âge de véhicules d'occasion à importer. Maintenant, pour les banques qui puissent aider, telles que Banque de l'Habitat aujourd'hui, où si tu veux construire, tu peux aller vers Banque de l'Habitat. Je crois que c'est une idée qu'il a donnée. Nous, on va se lancer dans ce dynamique-là, si c'est possible, avec les investisseurs. Oui. Avec les investisseurs. Oui, je ne vous arrête pas. 15 ans d'âge pour les camions. 13 ans. 13 ans, vous avez dit. Oui. Mais lorsque le camion est entré avec moins de 13 ans d'âge, il a quelle durée? Parce qu'on voit des camions qui circulent, on se demande quel est leur âge et qu'est-ce qu'il faut. Oui, attendez. Oui, je voudrais qu'elle réponde à ça. Moi, je dis que si tu entretiens bien ton véhicule... Ah, c'est un problème de maintenance. C'est un problème de maintenance d'entretien. Moi, mon véhicule est de 98.
je le contrôle et je ne dépasse pas 0,10 pourcentage volume pour le monoxyde de carbone. Et je ne peux pas vous dire mes sources d'approvisionnement. Il suffit de faire l'entretien, la vidange régulièrement. Très bien. Monsieur Dossoumo veut réagir, mais je vous pose une question, quitte à vous de réagir peut-être à ce qui a été dit. Je veux savoir comment se définit, puisque vous travaillez avec l'ABE, comment se définit le principe du pollueur-payeur. Ça signifie quoi concrètement? C'est simple. Si demain je sors mon véhicule fumant, qu'est-ce qui va se passer? Vous sortez votre véhicule et il est contrôlé que vous dépassez les normes des éléments que j'avais spécifiés tout à l'heure, vous tombez sur le coup des sanctions définies par la loi 4 sur l'environnement. Peut-être nous rappeler ces sanctions? Oui, bon, c'est le paiement d'une somme forfaitaire même définie de 10 000 à 50 000 que vous allez payer. Mais là n'est pas le problème. Ce n'est pas le paiement de l'argent qui est le problème. En fait, ce que disait tout à l'heure le responsable des transporteurs ne manque pas de pertinence. Il y a, à mon avis, un document technique que le gouvernement devrait élaborer en amont pour faciliter la mise en œuvre de la décision du ministre qui est juste. Ce document-là, je le disais tout à l'heure, c'est le diagnostic de la pollution de l'air. Et ce diagnostic doit sortir d'abord les sources de pollution. Et en termes de sources de pollution, on doit savoir qui pollue plus que l'autre. Est-ce que c'est les gros camions? Est-ce que c'est les petits véhicules qui polluent? On doit savoir. Et tout le monde est sensibilisé par rapport à ça. J'imagine qu'on sait. Je ne sais pas sûr, puisque je ne sais pas si le document de diagnostic est disponible. Imaginez aujourd'hui, est-ce qu'on sait le parc de véhicules que nous avons au Bénin, le nombre de véhicules que nous avons, leur évolution? Est-ce qu'on a pu compter le nombre de véhicules qui rentrent dans la ville de Cotonou? Aujourd'hui, est-ce qu'on le sait? Parce que c'est sur la base de ces éléments-là qu'on doit planifier le fonctionnement des feux tricolores. Vous savez, vous avez posé la question de la pollution tout à l'heure par rapport au taux. Ça se constate lorsque vous êtes au niveau des feux, où vous constatez l'irritation de vos yeux, c'est normal. Et lorsque vous inhalez le monoxyde de carbone, vous savez, le monoxyde de carbone se comporte comme l'oxygène. Or, l'oxygène est utile pour le sang, donc vous inhalez ça comme si c'est de l'oxygène, parce que l'organisme... Et ça va dans le sang, c'est ça? Ça va dans le sang. Et lorsque ça va dans le sang, ça vous étouffe. Vous allez constater au niveau des feux, vous avez parfois des vertiges. Lorsque vous restez pendant longtemps au niveau des feux, vous avez des vertiges. Il faut savoir que vous avez consommé en quantité de monoxyde de carbone. Donc, c'est pour vous dire que le fonctionnement des feux tricolores devrait ressortir dans le diagnostic pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe à ce niveau. J'ai parlé tout à l'heure des véhicules. Il y a le déplacement. Vous savez, nous n'avons pas de voie à Cotonou. Il faut aussi s'intéresser. Je ne vous arrête pas, vous allez continuer. Je ne veux pas que vous dépassiez l'idée qu'on a émise. Quand je dis à quoi le pollueur doit s'attendre, je veux savoir, un contrevenant, il doit payer de l'argent? Il doit payer, je l'ai dit, il doit payer de l'argent. Ça varie entre 10 000 à 50 000. Selon les types de véhicules, oui, madame va peut-être... Elle peut lui, il a peut-être des camions, moi j'ai une bâchée. Qui paye combien? En fait, merci beaucoup, M. Mara. Il a dit le principe du pollueur-payeur, c'est que si tu pollues l'environnement, tu dois payer pour la réparation. Donc c'est de ce fait que l'article 116 de la loi 4 sur l'environnement précise pour toute pollution due au transport terrestre, c'est une fourchette de 10 000 à 50 000. Maintenant, pour le cas d'espèce, si c'est une moto de 2 ou 3 roues qui pollue, vous payez une amende de 10 000 francs CFA. Maintenant, si c'est les véhicules de tourisme, vous payez 20 000 francs. Si c'est les véhicules utilitaires, vous payez 25 000 francs. Maintenant, utilitaire, c'est vous et moi? Non, c'est tourisme. Ah, d'accord. C'est tourisme, 20 000. Okay. Les particuliers, quoi. Les particuliers. Voilà. Maintenant, utilitaires, c'est les taxis, les minibus. Eux, ils payent 25 000 francs. Maintenant, si c'est les camions, ils doivent payer 35 000 francs. Et tout à l'heure, j'avais oublié de dire au représentant du transporteur que cette décision, ce n'est pas pour les transporteurs. C'est pour tout propriétaire de moyens roulants.
Si monsieur Marat, votre véhicule pollue, vous devez payer. C'est pour ça, au début, quand je disais que nous voulons balayer au sein de notre ministère d'abord, avant d'entrer dans la ville, si un fonctionnaire d'État pollue, si un véhicule d'État pollue, il doit pouvoir payer selon la catégorie de son véhicule, de son moyen. Vous avez entendu les fourchettes de contravention. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je commencerai Et là, par... elle vient de donner une précision de taille. Il n'y a pas que les transporteurs. C'est tout le monde sur ce plateau. Vous avez vu, voilà. Il n'y a pas que les transporteurs, mais c'est nous qui avons le fort taux, le plus fort taux. C'est nous, on a payé 35 000. Il y a une taxe sur l'entretien routier. Le transporteur, c'est 60 000. Vous vous imaginez? Mais je voudrais revenir, avant de répondre à cette question-là. Elle dit qu'elles ont balayé devant leur porte. Elle ne nous a pas dit le résultat de leur enquête. Ceux-là qui vous avez pris la main dans les airs, ont-ils payé? Est-ce que d'abord on en a pris? Vous n'avez pas rien dit. Ce n'est pas moi qui pose des questions de preuve. Vous allez le lui demander. Nous sommes des gens qui aiment ce pays. Nous aimons ce pays aussi. Et tel qu'a dit l'expert, nous sommes tous, nous sommes sur la voie. Lui ne peut pas y aller parce que moi je suis transporteur. Elle a dit que quand même les transporteurs ont été impliqués. Je dis parce que je vais lui répondre. Parce que il inhale, moi aussi j'inhale. Parfois il m'arrive même d'aller à moto à Cotonou. Ceux-là qui vont à moto, ils sont les plus exposés. Ce que nous disons, est-ce que c'est une bonne initiative? Qu'est-ce qu'ils ont attendu depuis tout ce temps-là? Pourquoi on commence quelque chose, on arrête, on dit allez-y, recréez-vous comme vous voulez, et après on revient. Si depuis ce temps qu'ils avaient commencé, jusqu'à aujourd'hui, là, 2016, là, pourquoi beaucoup de choses ont été faites? Non, néanmoins, ce n'est pas là le problème. Non, vous auriez souhaité que la répression... Néanmoins, oui. Pas nécessairement la répression. Ah bon. Même pour nos enfants, pour les éduquer, ce n'est pas... D'ailleurs, on a refusé la répression. C'est la conscientisation. Il faut, de temps en temps, sensibiliser les gens. C'est pédagogique. Est-ce que, ce que moi je voulais demander à madame, vous aussi, lorsque vous analysez aujourd'hui la situation actuelle de notre pays, est-ce qu'une répression peut porter? Quand vous parlez de situation, vous parlez du pouvoir d'achat des Béninois, c'est ça? Aujourd'hui, dans quelle chaîne, dans quelle radio, on ne crie pas que ça ne va pas? Il n'y a pas d'argent. Et c'est ce temps-là, vous prenez pour réprimer? Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que vous-même, là, quand vous entourez, vous, les cadres, lorsque vous entourez ces ministres, vous ne pouvez pas leur dire, puisque eux, ils sont au perché là-bas. Mais vous êtes avec nous, le peuple, le petit peuple. Vous voyez ce que le peuple endure. Il n'y a pas d'argent. Les gens disent, on ne mange même pas 3 fois par jour. Et c'est ce temps-là, vous prenez pour dire que vous allez... Mais lorsque le peuple va réagir... Vous pensez que ça va avoir un impact sur les émigrants, par exemple, certains vont peut-être garer? Où est-ce que les émigrants vont trouver 10 000 pour payer? Oui, mais avant... Moi, je peux même dire, moi, c'est bon. Pour ne pas payer, il ferait contrôler sa moto? Il n'y a pas de problème. Ce que je vous demande, moi, je ne dis pas de ne pas réprimer, mais quand même, qu'on prenne quand même la peine de sensibiliser les gens. Elle dit que moi, je suis secrétaire général de Pétrans Bénin, patronat des entreprises de transport de marchandises du Bénin. C'est-à-dire tout ce qui est marchandises au Bénin. Là. Le syndicat premier, c'est nous. Si vous ne me connaissez pas, c'est moi, Baboni. Mon président, c'est Abla Ibrahim. Moi, nous, on n'a jamais été associés. Et si vous me dites interurbain, moi, je ne fais pas de l'interurbain. Quand je prends de Cotonou, j'amène soit au Niger, soit au Burkina, soit au Tchad, soit au Mali. Mais moi, je n'ai pas été associé. Et vous dites que vous nous avez associés. Elle estime que c'est un problème interne parce qu'il y avait quand même une représentation. Maintenant, lorsque vous allez prendre un interurbain et que vous lui dites, quelqu'un qui est diamétralement opposé à moi, à ce que moi je fais, vous lui dites que vous l'avez informé. Je le connais, ni d'Adam ni d'Ève, je ne l'ai jamais connu celui-là. Non, il faut quand même savoir planifier ce que vous voulez faire. Monsieur Sabi, comment le contrôle va se faire pour vous qui êtes garagiste avec 15 garages agréés à Cotonou? Bon, au fait, il
en venant à cette Est-ce qu'il y a des points donnés ou est-ce qu'on va vers les garages? En venant à cette émission, je pensais que le débat serait beaucoup plus technique. Trop technique, afin que la population qui nous suit puisse vraiment tirer profit. Oui. Parce que la question du décret, de loi, de j'ai été associé. Je vous pose la question technique, comment le contrôle, ça, c'est pas vraiment comment le contrôle va se faire? Mais c'est d'abord quoi le contrôle anti-pollution? Oui, c'est ça que je vous demande. Le contrôle anti-pollution, c'est ce dernier contrôle qui s'effectue sur un véhicule, sur un moteur, lorsque tout va bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moteur, sa mécanique répond, et maintenant le système d'alimentation, le système d'allumage fonctionne très bien. Et le représentant des transporteurs qui est ici lui-même, il sait de quoi il parle. Parce que nous avons des problèmes dans le pays. Personne n'est heureux. Vous faites une enquête, parce que j'ai des amis qui sont des mécaniciens gros porteurs. Je suis mécanicien véhicule léger, mais je pense que les mécaniciens sont beaucoup plus marginalisés que cela ne se doit, parce que vous avez des transporteurs, surtout les transporteurs, c'est eux qui commandent les mécaniciens. C'est à eux que les mécaniciens travaillent, ils ne payent pas. C'est eux qui dictent leur loi aux mécaniciens pour dire, bon, voilà, c'est telle huile, il faut me mettre ça dedans, c'est lui qui met ça dedans. Vous avez souhaité qu'on soit technique et je vous demande comment le contrôle va se faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit l'âge, parce que vous allez voir quand on va parler, disons, des véhicules d'occasion qui viennent et qu'on sort, j'ai mon jeune frère aussi qui est un transporteur. Mais lorsque l'entretien se fait correctement, on tire un grand profit. Et je me rappelle même que dans le passé, avec la sensibilisation, parce que j'ai aidé le ministère à faire la sensibilisation, c'est au cours de cette sensibilisation que certains ont même la notion de remplacement de filtre à air. Sinon, vous voyez même les véhicules taxis avec des boîtes de tomates, mais le moteur qui roule, qui aspire de la vapeur, qui aspire, disons, de l'air chargé du sable, mais ça va gommer les cylindres, ça use prématurément les cylindres. Donc, le contrôle anti-pollution, ça se fait dans un garage commun. Un garage conventionnel qui reçoit le véhicule, il enregistre le véhicule, il y a une base de données dans le système qui permet au moins de sauvegarder la date, le jour, la voiture est venue, l'heure et le résultat obtenu. Maintenant, il y a eu des valeurs qui sont préconisées ici, qu'on peut appeler normes législatives. Parce que la norme législative n'est pas la même chose que la norme du constructeur. Lorsqu'on parlait tantôt, disons, de 2% par exemple, les 2%, c'est ce que l'État a fixé ici pour dire une voiture ne peut pas polluer au-delà de ces 2%. Mais par contre, toutes les voitures qui sortent avec une norme constructeur. J'avais dit cela tantôt. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Parce que sur ce plateau, je suis sûr que les gens nous suivent d'un peu partout. Ce serait même rigolo que les gens pensent que bon, nous sommes encore en train de mener ce débat parce que les solutions sont déjà trouvées à ces problèmes de pollution depuis. Ailleurs. Par exemple, les véhicules qui sont fabriqués pour l'Europe, depuis 1992, il n'y a plus de carburateur, ça doit avoir du pot catalytique, ça doit avoir un système, disons, de sonde qui permet au moins de contrôler le dosage air-essence. Le taux de pollution maximum que vous pouvez avoir sur ces véhicules, ça ne dépasse pas 1%. En 1996, les États-Unis, pas après, disons, OBD1 qui a été adopté en 1985. En 1996, les États-Unis, OBD, c'est le système de diagnostic embarqué qui permet de détecter s'il y a un problème de dysfonctionnement dans le moteur. Donc, au niveau de la gestion moteur, et avec le système d'injection, nous avons les calculateurs qui reçoivent des informations. Enfin, et qui pilotent. Je crains qu'on tombe dans un cours de mécanique qui va plutôt ennuyer, contrairement non, ça ne va pas ennuyer. Oui, parce que c'est extrêmement important qu'on signale, parce que quand vous avez vos voitures, vous avez au niveau des tableaux de bord, par exemple, je vous ramène au concret pour ceux qui nous regardent. Oui. Si je veux acheter demain une voiture, qu'est-ce que vous me conseillez? Vous dites il faut acheter un véhicule qui n'a plus de carburateur, parce que quand je vous écoute, je suis perdu. Mais sur le plan technique. Je suis très heureux. Voilà. Acheter une voiture avec carburateur aujourd'hui, je ne sais pas à quoi ça va servir. Voilà, c'est ça qu'il faut nous dire. Vous n'avez même plus les pièces donc, pour utiliser les carburateurs. Donc ça, c'est dépassé. Et lorsqu'on va parler, par exemple, des véhicules d'occasion et des l'âge de véhicules, pour les camions,
je ne sais pas si ça tient encore la route, mais pour les véhicules utilitaires, les questions d'âge là, si vous prenez une voiture déjà de 20 ans des États-Unis, si elle a vraiment roulé aux États-Unis et qu'elle est venue ici, c'est qu'elle répond aux normes. Parce que la norme, déjà à partir de 1996 aux États-Unis, c'était très élevé. Cette norme a été reprise en Europe en 2000. Et en 2000 pour la norme Euro 4, je pense, et en 2003 pour la norme Euro 5, les normes anti-pollution. C'est des véhicules propres. Je veux résumer pour qu'on ne soit pas trop technique. Aujourd'hui, quand on regarde le parc de Cotonou, et au regard de ce que nous importons comme véhicules, oui. Est-ce que vous me dites, nous avons beaucoup de véhicules qui viennent avec des moteurs pas très souhaités, comme ce que vous avez dit, les carburateurs, ou est-ce que vous dites les véhicules qui viennent sont dans les normes, c'est nous qui ne faisons pas la maintenance? La plupart des véhicules qui descendent au port autonome de Cotonou aujourd'hui répondent aux normes. Mais maintenant, quand les véhicules arrivent au port, le dispositif anti-pollution est parfois dépouillé. Ça, c'est le premier problème. Vous avez des trafiquants de pots catalytiques au port autonome de Cotonou aujourd'hui. Des fois, même si on vous confond à un transitaire, on va vous proposer l'achat de pots catalytiques parce que c'est de l'argent que ça fait. Et ce système, une fois qu'on l'enlève, ça crée d'énormes problèmes. Très bien, on va s'arrêter là, on reviendra à vous. Je ne veux pas que vous monopolisiez la parole. Monsieur Dossoumo, avant madame, moi je suis comme un profane et quand j'ai lu disons la note, le communiqué du ministère, je me suis posé une question, un peu dans le sens de monsieur Hassan. Je me suis dit, d'accord, les véhicules polluent, les émigrants polluent, les camions polluent, les gros porteurs, etc. Mais est-ce que les industries ne polluent pas? Le ciment ne pollue pas? Puisqu'on dit Cotonou, on a des cimenteries, on a des brasseries, et nous avons des moulins, nous avons le train qui siffle, qui, même s'il ne fait plus exactement le trajet, mais pourquoi on a exclu ça et on a dit c'est seulement les motorisés? Je ne sais pas si vous posez la même question. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Bon, je ne suis pas mieux placé pour répondre à ça, parce que je disais tantôt que... Mais est-ce que ce n'est pas une question idiote? Non, non, non. Parmi les sources de pollution, il y a les industries qui sont aussi des sources de pollution. Et d'ailleurs, pourquoi on a délocalisé le ministère du Travail? C'est à cause du problème de pollution qui se posait au niveau de la cimenterie. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a ces sources de pollution. Mais si le gouvernement a mis l'accent au niveau des véhicules... Et j'ai oublié de citer aussi ceux qui nous vendent le carburant à l'air libre. À l'air libre. Donc si le gouvernement a mis l'accent, moi je me suis dit d'abord que c'est du fait de la croissance inquiétante du nombre de véhicules dans la ville de Cotonou. Imaginez, la série BH n'a pas fait une année avant de finir et aujourd'hui on est dans BJ très évolué. Alors, le nombre de véhicules, là, est-ce que ça doit nous inquiéter? Parce que même si le véhicule est arrivé avec des normes et plusieurs véhicules qui circulent ensemble élèvent le niveau de concentration de ces particules-là qui sont dans l'air. Donc, tout à l'heure, moi, j'étais en train de dire que normalement, il devrait avoir une étude de référence qui nous permet de savoir chaque jour, voilà le nombre de véhicules qui rentrent dans la ville de Cotonou avec une certaine typologie. Et sur cette base-là, on peut se dire combien de véhicules doivent aller chez les garagistes. Si nous avons, par exemple, 1000 véhicules qui rentrent dans la ville de Cotonou et il y a 10 garagistes qui sont agréés, vous voyez, ça fait 100 véhicules par garagiste. Est-ce que les garagistes-là qui sont agréés c'est un peu la question que je posais à monsieur, ont la capacité de faire le contrôle. De faire le contrôle. C'est la question. Bon, donc, lorsque vous avez ces documents de référence, ça vous permet de prendre des décisions, réellement de prendre des décisions. Donc, c'est à cela, moi, j'invite le gouvernement à faire le diagnostic de la pollution de l'air au Bénin pour vraiment définir une feuille de route, un plan d'action en termes de régler les problèmes acteur par acteur. Parce qu'ici, nous avons quelques acteurs. Il y a d'autres acteurs qui sont... Vous venez de toucher les industries, qui ne sont pas là. Il y a les vendeurs de carburant, qui ne sont pas là. Sur les deux axes, que ce soit les vendeurs de carburant dans le secteur formel ou dans le secteur informel, qui ne sont pas là. Donc, il doit y avoir des plans d'action à l'endroit de tous ceux-là pour nous amener vraiment à réduire les émissions de particules. Sinon, le rythme que nous voyons aujourd'hui dans la ville de Cotonou,
Je sais que vous allez, je ne sais pas si vous quittez Calavi. Nous, on est à Calavi et on quitte Calavi pour Cotonou. Si vous voyez le niveau de bouchons que nous avons, moi, je plains ceux qui sont à moto. Est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir sur l'utilisation du gasoil aussi, que certains pays peut-être sont en train de... Du gaz? Non, du gasoil. Non, je parle du gasoil. Enfin, le gasoil pollue plus que, je veux dire, l'essence ordinaire. C'est ça ma réflexion. Oui, bon, moi je pense que normalement le diagnostic doit déboucher sur des plans d'action. Des plans d'action comme quoi, par exemple, le développement de la voirie, l'amélioration de la voirie, l'amélioration, par exemple, comment on appelle, du transport en commun. Vous savez, tout le monde veut aller au boulot avec ses propres moyens de déplacement. Ça, on le dit depuis, mais chacun de vous ici, nous rêvons tous de changer de véhicule. Oui, on le dit. Non, on le dit. C'est parce que nous sommes contraints. Moi, j'ai voyagé il y a quelques mois. J'étais en Chine. Et ils ont un métro au niveau de la ville de Shanghai, par exemple, où chaque 2 minutes, c'est vrai, c'est la Chine, on peut dire, bon, c'est rien. Chaque 2 minutes, vous avez le métro qui passe. Si, par exemple, chez nous, on ne parle pas de métro, mais au moins de bus, si vous savez qu'arriver au niveau des telles stations, chaque 2 minutes, vous pouvez avoir de bus pour vous amener à votre lieu de travail. Pourquoi ne pas laisser le véhicule? Le gouvernement vient je pense que c'est le dernier conseil qui a décidé de la mise en place d'une nouvelle flotte de taxis. Vous pensez que c'est une solution? Ce n'est pas une solution durable. Je dirais une solution à cette étape-là. Pourquoi je dis que ce n'est pas une solution durable? Quand je venais tout à l'heure de Calavi, j'ai roulé vive allure depuis l'échangeur de Godomain jusqu'au niveau du feu de Sika Toyota. Vous posez le problème d'infrastructure. Oui, surtout les feux tricolores. Vous savez, lorsqu'il y a plusieurs feux tricolores qui ne travaillent pas et vous conduisez directement, vous arrivez au niveau d'un feu, vous passez un temps fou là et ça élève la concentration de ces dioxyde de carbone ou monoxyde de carbone, ça vraiment élève la concentration au niveau de l'air. Et nos parents qui sont d'abord des riverains de ces axes routiers-là, et ceux qui sont à moto, inhalent ces laits-là. Donc, moi, je dis d'abord, il faut faire fonctionner les feux tricolores. Puisque les feux tricolores fonctionnent comme le cœur qui envoie le sang dans l'organisme par jet. Très bien. Madame Bokor, vous l'avez écouté d'abord sur les infrastructures, les feux tricolores, mais il y a une question quand même qui se pose. Il a dit qu'il n'est pas compétent pour y répondre. Pourquoi on n'a pas pensé aux industries de cimenterie, de brasserie, et on s'est focalisé sur les motorisés? Avant de répondre à cette question, il y a plusieurs interpellations. Quand on parle qu'on n'a pas une référence, non, on a une référence. C'est quoi la référence? La référence, je l'ai dit avant de démarrer, qu'il y a une étude de 2000 qui a révélé les secteurs qui contribuent plus à la pollution de l'air. Et par rapport à ce rapport... Donc dans ce répertoire, il n'y a pas les industries, c'est ça? Notre pays n'était pas un pays industriel. Aujourd'hui, ça se développe à petits coups. C'est pour ça que j'ai dit votre repère est dépassé. Il faut actualiser le repère. Après cette étude de 2000, nous avons mis en place une stratégie nationale de lutte contre la pollution atmosphérique. Donc, dans ce document de stratégie, tous les secteurs toutes les actions qui devaient être menées ont été identifiées. Et après cette stratégie, c'est d'ailleurs cette stratégie qui a permis de mettre en place le sous-programme de lutte contre la pollution atmosphérique, où il y a des investissements. Il y a aussi certains équipements qui ont été acquis. Le véhicule laboratoire de surveillance de la qualité de l'air. Ce véhicule fait quoi? Ce véhicule capte les polluants atmosphériques et voit leur évolution. C'est d'ailleurs ce véhicule qui nous a permis de savoir qu'il y a les hydrocarbures dans l'air. Notre décret qui est là en cours 2001 n'a pas fixé une norme sur les hydrocarbures. D'accord, donc il y a un repère. Il y a un repère, non. Non, je viens, je n'ai pas fini. Mais en 2007, nous avons repris l'étude. Nous avons repris l'étude sur la qualité de l'air. Bon, ça fait déjà un certain nombre d'années. Il urge maintenant d'actualiser ces études pour prendre en compte
ces différentes préoccupations. Mais quand on parle de sensibilisation, je vais m'adresser aux transporteurs. Chaque année, le ministère fait au moins 5 mois de sensibilisation. Que ce soit pour les gros porteurs. On allait même jusqu'au parc auto. Mais nos gros porteurs n'ont jamais le temps, vous m'excusez de le dire, même sur la route, pour la sensibilisation, il faut se faire accompagner par les forces de sécurité. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Mais les gens n'ont jamais le temps d'attendre 5 minutes pour se faire contrôler. Donc le Béninois, bon, que vous m'excusez, hein, la répression des fois, c'est une forme de sensibilisation. Mais est-ce que la répression des gros porteurs, oui, elle pose un autre problème? Une année, nous avons fait aussi des reportages sur les gros porteurs qui créaient des embouteillages derrière le port, et un conducteur, pardonnez-moi l'anecdote, m'a fait rigoler. Il m'a dit, ben, ça nous amuse quand vous me dites on fait des embouteillages. Ces véhicules ne nous appartiennent pas. Ces gros porteurs appartiennent aux décideurs. Il y a des députés qui ont des gros porteurs, il y a des ministres peut-être qui ont des gros porteurs, j'en sais rien. Est-ce que la solution est facile à trouver? La décision, la sensibilisation dont vous parlez, le monsieur à qui son patron dit allez vite et revenez parce que moi je veux gagner de l'argent, comment vous voulez que celui-là aille écouter vos messages? Tout cela, ça ramène à la question de conscience. Il faut la conscience. S'il n'y a pas la conscience, on ne peut pas avancer. Tout à l'heure, on parlait d'un élément très important dans un véhicule qui réduit la pollution de l'air, le pot catalytique. En temps, c'est parce qu'on avait l'essence avec plomb qui faisait qu'on enlevait cet organe. Mais aujourd'hui, depuis 2004, le Bénin est sans plomb. Et on a pris un décret qui impose d'importer un véhicule d'occasion muni de pot catalytique. Donc, le gouvernement a pris ces dispositions. Le transporteur voulait réagir, oui. Madame, je vois que vous êtes en train de vous faire un cours magistral en matière de pollution. Je ne dirais pas que je n'ai pas retenu, j'ai bien retenu. Mais parlons du vécu. Le vécu, c'est quoi? Le vécu. Lorsque madame me dit qu'elle s'arrête au bord de la route pour arrêter un véhicule pour 5 minutes, pour lui expliquer, pour sensibiliser, non. C'est pourquoi je vous dis, approchez-vous de nous. Et nous allons vous dire comment ça va se passer. Leur approche de sensibilisation. Lorsque vous m'avez appelé, je vous ai dit que je suis à Boycon. Oui. Qu'est-ce que je suis allé faire? Nous étions allés là-bas dans le cadre de comment sensibiliser les gens par rapport au VIH-Sida. Et là, on leur a dit les stratégies à mener. Vous ne vous approchez pas de ceux-là qui peuvent vous aider. Vous mettez en route, même si vous êtes entouré de 10 soldats ou bien 10 soldats, ça ne peut pas marcher. L'approche n'est pas celui qui, c'est-à-dire, on dit souvent, le troupeau de bœufs, seul le peuple lui parle et il écoute. Vous n'avez pas pris le bon bout. Si vous prenez le bon bout, vous allez atteindre vos objectifs. Maintenant, moi, je dis, tout ce que vous faites, c'est bon. C'est pour vous et nous. Puisque nous sommes aussi dans cette société-là. Mais si demain, en sortant de cette émission... Je dis, si le ministre nous écoute, moi je dis, comment on va faire pour que ça marche? Oui, c'est la question que je vais vous poser. Si vous sortez de ce studio et vos camions sont arrêtés parce qu'ils polluent, qu'est-ce que vous allez faire? Non, les camions ne peuvent pas être arrêtés. Pourquoi? S'ils ne sont pas parce que nous ne sommes pas sensibilisés. Ah, mais ils peuvent être arrêtés s'ils polluent? S'il vous plaît, écoutez, le pays là nous appartient tous. Vous allez vous opposer? Ce n'est pas qu'on va s'opposer, ça ne peut même pas se passer. La preuve, c'est quoi? Quand les gens disent « force reste à la loi », c'est mon président qui dit ça, c'est un faux maquillage. Force reste à la population, puisque la loi, elle est faite pour la population. Et cette population, vous ne pouvez pas faire quelque chose. J'espère que ce n'est pas une incitation à la désobéissance. Nous n'incitons personne. D'accord. Nous n'incitons personne. Nous voulons que nous nous asseyions ensemble pour voir la faisabilité de la chose. Mon ami Chabi a dit, lui en venant ici, lui croyait qu'il allait être devant des discussions techniques, n'est-ce pas? Non, ça a dépassé déjà la technique. Eux, ils veulent réprimer. Et comment? Dans quelle situation? À l'heure actuelle? Réprimer à l'heure actuelle? Où le Béninois dit, je n'ai pas mangé? Non, quand même. Monsieur Dossoumo a posé une question pertinente que je pose à Monsieur Sabi, très pertinente. Cotonou, c'est un énorme parc. Nous avons des milliers et des milliers de véhicules.
15 garages agréés. Si demain la queue commence devant vos garages, comment ça va fonctionner? Comment vous ne pouvez pas recevoir par jour 500, 200 véhicules pour le contrôle? Bon, moi, je pense que tantôt, elle avait parlé de stratégie. Et par rapport à cette stratégie... Est-ce que vous avez la capacité de contrôler en une journée une centaine, 200 véhicules? Comment ça peut se faire? En une journée, contrôler une centaine de véhicules, ça, c'est rien. Est-ce qu'il y a déjà l'espace devant les garages? Non, ce n'est pas question d'espace devant les garages, mais ça ne se fait pas aussi comme ça. J'ai beaucoup participé à la sensibilisation et tout, donc je connais ce qu'il y a là. C'est une question de stratégie, de volonté et de faire comprendre aux gens qu'au fait, la lutte contre la pollution, ça ne doit pas être une opération gendarme, ça doit être une sensibilisation. Les gens doivent comprendre la nécessité de s'inscrire dans la logique. Si nous autres garagistes conventionnés, nous avons pris conscience de la chose et que nous nous sommes fait conventionner et agréer, c'est parce que nous savons que l'avenir même de la maintenance automobile se trouve là. Parce que qu'on le veuille ou non à l'avenir, soit vous respectez les normes ou vous ne respectez pas les normes et vos véhicules ne bougent pas. Pourquoi? Parce que les véhicules viennent des pays où tout est réglementé et le gendarme même se trouve dans le véhicule. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que ce volet-là que je voulais expliquer pour que les gens comprennent. Oui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas compris qu'à cause de la pollution, on ne peut plus diagnostiquer un véhicule sans un scanner. Si quelqu'un vous dit qu'il peut faire le diagnostic d'un véhicule sans scanner, c'est faux. Mon ami transporteur, lui-même, il sait. Si aujourd'hui, on leur fait acheter des véhicules neufs, à moins qu'on dise, bon, envoyez-nous des véhicules qui polluent. Si c'est des véhicules dépollués, neufs, ici, vous roulez ça 3 mois, 1 an, vous garez le véhicule, vous ne pouvez même plus rouler ces voitures à cause du dispositif anti-pollution qui est là-dessus, qui refuse certaines manœuvres et certaines manœuvres peu responsables sur les véhicules. Donc d'abord, ici, vous voyez aujourd'hui, tous ceux qui achètent des véhicules à partir, disons, de 2001, 2002, qui sont fabriqués pour l'Europe, vous les contrôlez, en grande majorité, c'est des véhicules propres. Donc, au fait, ce n'est même pas la peine que les gens s'affolent et pensent que c'est un truc imaginaire que le ministère est en train de faire. C'est ça que je veux expliquer à la population. Est-ce qu'il ne faut pas une formation, j'allais dire, accélérée des mécaniciens pour avoir plusieurs garages? Vous savez, on dit la formation, c'est la réponse à un besoin. Nous avons conscience de ce que la plupart de nos collègues sont formés sur le tas. Et ça fait partie même des raisons pour lesquelles, disons, le syndicat est créé. Mais vous initiez des formations pour des gens, parfois encore il faut les supplier pour qu'ils acceptent d'aller se faire former. Vous voulez donner des conseils même aux propriétaires de véhicules et tout, non, mais lui là, il a quoi, me dit. Donc il y a vraiment disons, des problèmes sur le terrain. Et c'est pour ça que moi je pensais qu'en abordant l'aspect technique et expliquer aux gens, ils vont comprendre au fait que cette opération, c'est beaucoup plus pour leur bien. Les Anglais appellent les contrôles anti-pollution les contrôles économiques. Parce que ça a une influence directe sur la consommation du carburant. Et lorsque vous lisez les manuels techniques et qu'on vous parle, disons, de la pollution issue du secteur des transports par rapport aux conséquences sur les humains, je pense que vous ne pouvez pas rester insensible. Ce que vous dites est intéressant, mais c'est une question, comme il a dit, de pouvoir d'achat. Les gens qui n'ont pas assuré les droits. En fait, à ce niveau, c'est pour ça que je ne monopolise pas la parole, mais je vais vous expliquer par rapport, disons, aux expériences que j'ai. On va aller très vite. Le problème, c'est que les professionnels, avec les propriétaires de véhicules, les consorts, doivent se faire confiance et se dire certaines vérités. Oui, très rapidement avant. Parmi les 15 garages agréés, combien de garages reçoivent les gros porteurs? Mais je pense que le ministère n'a pas interdit aux gros porteurs de participer. Pour preuve, je ne vais pas donner de noms sur le plateau ici. Où ces garages? Attends, je ne vais pas donner si les mécaniciens, gros porteurs, pour preuve, à Parakou, le meilleur ami est un mécanicien, gros porteur. Il est agréé, c'est ça? Mais il n'a pas déposé, il n'a pas agréé. Et actuellement, on est en train de penser. On est en discussion avec les autres pour que... La pertinence de sa réaction, c'est la suivante. Je comprends. Que les gens, les garagistes ne se soient pas intéressés à l'affaire, c'est une chose. Mais la réalité, aujourd'hui, nous n'avons que 15 garages
pour beaucoup de véhicules. Pour les véhicules utilitaires et Et pour les il véhicules de dit tourisme. pour les gros porteurs, il y a non, combien? pour les Non, ce camions. n'est pas seulement, même pour ces véhicules, c'est-à-dire ces garages conventionnés et agréés, ont des opacimètres aussi qui permettent de contrôler. Très bien. disons, la Je vais fonction donner des très garages. rapidement la parole. On est vers la fin de l'émission. écoute, je suis journaliste aussi. Je vous pose Je ne viens une pas question. chez Je vous pose une question, madame, Ils m'ont dit les élites. qu'on a posée au début. Pourquoi Cotonou seul? D'abord parce qu'on estime que c'est une phase pilote ou qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a des villes, par exemple les communes à statut particulier, Paracou, c'est déjà une grosse agglomération. Porto Novo, pourquoi d'abord Cotonou? Le communiqué n'a jamais dit que c'est Cotonou Ah, seul. moi j'ai lu, on a dit phase, c'est d'abord Cotonou. C'est déjà- Les mesures coercitives, Oui. c'est pour tout le pays. Je reviens sur certains éléments. D'accord. Les garagistes qui ont d'équipement, c'est les analyseurs de gaz et opacimètres. Mais si vous me dites- L'opacimètre, s'il vous plaît, l'opacimètre, oui, c'est oui. pour contrôler tout véhicule qui utilise de Si du vous me gasoil. dites Donc, que- tout gros porteur peut aller vers ces garagistes. Mais ça, Ce c'est- n'est pas tout. Oui. Quand on me parle de la période, mais aller dans les hôpitaux, c'est un problème de Oui, santé c'est vrai qu'on n'a publique. pas eu le temps d'évoquer C'est un problème de l'impact santé sur la publique, santé. donc il faut qu'on sache que c'est la population que nous voulons défendre. C'est la santé de la population que nous défendons. Mais ça Donc se il n'y a complexifie, pas hein, de madame. période pour faire les mesures coercitives, étant donné que Ça devient- tous les jours que Dieu fait, il y a des gens qui meurent de l'impact de ces de la pollution atmosphérique. Oui. Et maintenant, quand on Si parle vous du permettez, nombre madame. de garagistes Oui. agréés, aujourd'hui, nous avons lancé tout garagiste qui a des équipements peut venir déposer ses dossiers au niveau du ministère. Mais Il- pourquoi n'avoir pas réglé ça avant de faire la non, répression? vous ne pouvez Parce pas que dire ça. vous- Il n'y avait pas d'engouement autour. Oui, là où ça se complique, c'est quoi? Vous venez de me dire que c'est pour toute l'étendue du territoire, C'est toute la répression. la répression. Et nous n'avons que 15 garages. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'il y a des garages à Kandi, à Je Tanguita, à vous dis Tokotouna? C'est ce que je veux c'est savoir. lancé si un garagiste a des Mais équipements. en attendant, vous allez réprimer, en attendant la Je formation. vous en prie. Oui, allez-y. Ce n'est pas la première fois qu'on fait la coercition au Bénin. De 2001 à 2004, nous l'avons fait. Et en ce moment, on n'avait même pas assez, on n'avait que 2 garages agréés conventionnés, 2 garages, 2 concessionnaires. Ça, c'est en 2003. Et pourtant, nous avons fait les mesures coercitives normalement. Oui, monsieur, très rapidement, monsieur Très- Dossou. très Et on va rapidement. faire, après, vous, on fait Moi, le je dernier voudrais- tour de table. Je voudrais inviter Oui, parce que- les transporteurs Porteurs. à ne pas résister à la décision du ministre parce que c'est salutaire. D'accord. Et souhaiter que, tel que madame vient de le dire, vraiment qu'il y ait beaucoup de garagistes agréés au niveau des communes. Parce que déjà, on dit que c'est au niveau national. Et vous savez, comme vous l'avez dit, à Kandi, on n'est pas sûr D'avoir d'avoir un garage agréé, un garage comme ça. agréé. Oui. Mais comment celui-là qui est là-bas, qui doit venir à Cotonou, comment il va faire le contrôle? Donc, moi, je pense que c'est des problèmes auxquels il faille trouver de Solution. solutions. La technique me dit que nous sommes à la fin de l'émission, on a épuisé le temps, mais on va faire rapidement, moins d'1 minute pour chacun. Le dernier tour de table, monsieur Sabi, qu'est-ce que vous voulez nous dire, aux téléspectateurs pour la réussite de l'opération? Non, je Très veux rapidement, inviter parce qu'on a fini. les propriétaires de véhicules qui, après une mise au point, une révision, qu'ils envoient seulement leurs véhicules pour un contrôle réglage. Merci. Les collègues, Oui. je dois vraiment m'adresser à eux pour leur dire que ce n'est pas une opération pour les décrédibiliser ou bien comment on l'appelle, Bien sûr. mais que c'est une opération au fait qui doit les appuyer et à confirmer le travail Monsieur, qu'ils font. monsieur, pour, monsieur. Non, je voulais juste rassurer Ah, madame, moins d'une minute. nous ne sommes pas contre la répression, mais nous disons le moment pour faire la répression. Et vous l'avez dit, nos garagistes, puisque Chabi n'est pas mon garagiste, je dis, il n'est pas mon garagiste. Nous avons concluez des très garagistes, rapidement. donc il faut quand même que nos garagistes aussi soient là. Et je vais vous étonner, lorsque nous achetions de ces huiles-là, il y a des huiles qu'on nous dit il faut parcourir 5000 km avant Merci. de faire ce chose-là. Mais Finissez. Très lorsque rapidement. je vais à Niamey une fois, je reviens, je vais 2 fois, ça fait à peine 4000 km, je change. Ce n'est pas que nous ne changeons pas, mais il faut quand même Sensibiliser davantage. nous associer à tout ce que Monsieur Dossoumon. Voilà. Oui, moi je moins d'une voudrais minute. dire en tant que technicien, Très rapidement. souhaiter que le document diagnostic soit vraiment fait par le ministère et des actions
urgente d'accompagnement soit initiée pour soulager les inquiétudes des transporteurs et même des chefs garagistes. Je pense que lorsque nous allons travailler en synergie, le problème sera réglé. Madame, moi, j'invite tout propriétaire de véhicules motorisés à se faire contrôler. Et à aller vers les garagistes pour se faire contrôler. Maintenant, aux concessionnaires, aux garagistes qui désirent de se faire agréer d'abord pour le moment, ils n'ont qu'à venir vers le ministère du cadre de vie, vers les directions départementales du cadre de vie pour avoir la liste des équipements qu'il faut pour se faire agréer. Merci infiniment et merci aux techniciens qui ont été indulgents. C'est la fin de cette émission avec pour thème pollution atmosphérique, la fin de l'impunité. J'avais comme invité Madame Yvette Gauthier qui est coordonnatrice du sous-programme lutte contre la pollution atmosphérique, Jean Dossoumo, expert en évaluation environnementale agréé à l'Agence béninoise de l'environnement, Sabi Biao, le secrétaire général de l'association des garagistes agréés, spécialiste en environnement, et puis M. Ali Hassan Baboni, le secrétaire général du patronat des entreprises de transport. Merci à tous mes invités, merci aux téléspectateurs, bonne suite des programmes et merci à la réalisation conduite par Christelle Sagouan. À dimanche prochain.